Amis des QDN, bonjour. Bon, ça fait pas si longtemps que ça, j'ai fait un QDN, le dernier date d'à peu près un mois. Mais comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, en ce moment j'ai des petites craintes, on va dire, sur le fait que les achats en Asie soient beaucoup plus onéreux, soient beaucoup plus difficiles. Et ben voilà, je veux dire, je fais un petit peu d'anticipation. Et comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de commander plus en avance des choses que j'aurais peut-être pas commandées autrement. Mais enfin voilà, donc comme d'habitude, moi tout ce que je commande, je les mets quelque part. Et l'ennui c'est que tant que j'ai pas fait le QDN, souvent ils sont pas rangés, ils prennent de la place. Et donc là vraiment j'avais plus de place. Et en même temps il y a des choses que je voulais, je veux dire, pouvoir utiliser. Donc je fais ce QDN un petit peu plus tôt, on va dire, que ce que j'aurais dû. Mais je pense que c'est pas très gênant. En plus je sais que c'est des vidéos qui ont souvent de succès. Alors, découvrons ensemble tout ce que j'ai découvert. Il y a quelques temps, je vous ai montré que j'avais pris pour ma femme, pour ses clôtures électriques, une batterie LI FePO4, une batterie qui est bien plus performante que les batteries équivalentes au plomb. Et à vrai dire, maintenant, avec un peu de recul, on en est super content. Pour vous donner une idée de la différence, sa plus grosse clôture électrique, avec avant une batterie au plomb, elle durait à peu près 4-5 jours maximum. Avec cette nouvelle batterie, elle tient jusqu'à 28-29 jours. Ce qui est quand même vraiment pas la même chose. En même temps, comme je vous l'ai montré, elle a une meilleure densité énergétique, donc elle est moins lourde, plus facile à transporter. Enfin voilà, honnêtement, ça a plutôt que des avantages. Et donc ma femme m'a dit, écoute, c'est super, mais j'ai beaucoup de clôtures, et j'ai qu'une batterie comme ça serait bien d'en avoir d'autres. Et par contre, je me suis dit qu'elle était comme relativement chère et finalement assez sophistiquée, vu que celle que je vous avais montrée avait un BMS connecté par application qui faisait un peu papa-maman. Je me suis dit, bon, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Et en cherchant, j'en ai trouvé une qui est bien meilleur marché, avec la même capacité, 100 ampères-heure. Et je me suis dit que ce serait sans doute finalement bien suffisant. Et j'ai décidé donc de la prendre. Alors, je l'ai reçue. Et voilà, je vous propose de la découvrir exactement en même temps que moi, comme d'habitude. J'essaye toujours, quand je peux, de faire les unboxings en direct, comme ça, on découvre en même temps. Tac. C'est bien emballé dans ce carton, il n'y a rien à dire. C'est quand même très lourd, hein. De toute façon, cette batterie, c'est trop lourd. Hein. Voilà, d'ailleurs, à l'intérieur, on peut voir ici cet emballage en mousse. Donc il y a une notice qu'on va regarder, et la batterie ici, voilà, qui, comme on peut le voir, est munie d'une sangle pour pouvoir la sortir. Bon, je vais essayer de la sortir parce que c'est vraiment très lourd. Là, voilà la batterie sortie. Donc, bon, il n'y a pas grand chose à en dire. Il y a quand même déjà une chose qui est assez intéressante, c'est cette sangle justement. Le modèle d'avant avait deux poignées en plastique, et c'est vrai qu'il y en a une qui a cassé. Et finalement, je trouve que pour quelque chose d'aussi fragile, parce qu'il ne faut surtout pas que ça tombe sur du dur, c'était un peu limite. Et là, je trouve que cette sangle me paraît bien plus intéressante finalement que les poignées, surtout elle a l'air beaucoup plus solide. Alors là, on a des informations intéressantes. On peut voir que c'est un modèle 12 volts 100 ampères-heure, a une capacité de 1280 Wh exactement. Faut la charger à 14 volts 4, plus ou moins 0,2 volts. Alors ça me paraît un peu bizarre, parce que c'est relativement très précis, mais enfin, on va dire, c'est sa tension ici de charge. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre une tension un peu différente, vu qu'à mon avis, le BMS va l'encaisser. Mais voilà, en gros, c'est sa tension quand elle est chargée, c'est la tension qu'on mesure à ces bornes. On peut la charger avec un courant de charge qui va jusqu'à 50 ampères, ce qui est énorme. Enfin, elle chargera très vite. Bon, généralement, moi je la charge avec un courant, on va voir, beaucoup plus faible. Enfin bon, à part que la charge dure plus longtemps, c'est pas gênant. Faut pas lui tirer plus de 120 ampères dessus. Hein, donc c'est beaucoup déjà, 120 ampères. Mais c'est vrai que c'est pas des batteries faites... voilà, c'est vraiment, on a des appels de courant hyper forts, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Et voilà, donc il faut la charger entre 0 et 45 degrés et l'utiliser de moins 20 à 85. Qui est, ma foi, tout à fait dedans. Donc là, on peut voir que, comme ils disent, il y a dedans un BMS. Donc rapidement, le petit manuel à l'intérieur, qui est en anglais et en chinois, bon, il donne des informations, mais enfin, je veux dire, honnêtement, d'abord, c'est très facile à traduire, hein. Vous pouvez sans doute le traduire très facilement en ligne, mais en même temps, je veux dire, voilà, c'est assez classique. Alors, il y a quand même des infos intéressantes, genre le diamètre des câbles selon le courant que l'on veut tirer dessus ou pour le charger, hein, c'est-à-dire que ça peut être intéressant.
les différents réglages justement pour le chargeur. Mais voilà, je veux dire, a priori, hein, à l'intérieur, il n'y a pas que les batteries, il y a ce qu'on appelle le BMS, hein, le Battery Monitoring System, qui va se charger des protections et de veiller à ce que les cellules à l'intérieur soient équilibrées. Alors, c'est vrai qu'en théorie, il n'y a rien qu'interdit de les charger sur un chargeur pour batterie au plomb standard. Mais beaucoup de ces chargeurs, surtout les plus anciens, je veux dire, c'est assez brusque quand même. D'abord, les tensions, c'est pas tellement du continu, hein, c'est souvent c'est du 100 Hz. Et en même temps, on ne connaît pas trop les caractéristiques. Ici, c'est quand même mieux de les charger avec une alimentation. Par contre, si possible, le monitorer limité en courant. Donc là, je vais vous faire une démo de comment je fais. Donc là, ce qu'on peut déjà faire, c'est mesurer la tension de la batterie. Donc là, elle doit être relativement chargée. Alors, pour ça, il suffit d'utiliser un voltmètre. Et voilà, on voit qu'elle a une tension de 13,21, ce que je vais vous dire pas mal. Hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement chargée, mais elle en est pas loin. Et donc, moi, pour la charger, j'utilise cette petite alimentation Omtech, là, que je vous avais déjà montré. Hein. Ça fait partie de toutes ces petites alimentations à découpage chinois. Celle-là peut fournir jusqu'à 10 ampères, donc c'est largement, je veux dire, suffisant pour la charger. Sachant que même pour éviter qu'elle chauffe trop, parce que bon, il y a un ventilo dedans, ça sert à rien de charger trop fort. Moi, je les charge généralement à 6 ampères. 6 ampères, ça met à peu près, quand même, c'est assez long. Hein, je veux dire, ça met presque... Enfin, je veux dire, voilà, du matin 8h jusqu'au soir 8h à peu près à charger. Alors, pour ça, on va régler l'alimentation en tension à la tension de fin de charge. Donc ici, 14,4, voilà. On va régler le courant au courant que l'on veut. Donc là, je l'ai réglé sur 6 ampères. Et maintenant, c'est très facile. Il suffit de brancher le fil noir sur le bouton noir, hein, comme disait notre ami Robert Lamoureux. Voilà. Le fil rouge sur le bouton rouge. Et voilà. Et donc là, on peut voir, ce qui est normal, que la tension baisse, ça se met en courant constant. Et ici, le courant est limité à 6 ampères, et donc elle va charger ainsi. La tension va monter, et quand elle arrivera à peu près à sa tension de charge, donc 14 volts 4, je veux dire, le courant va diminuer très fortement, voire quasiment s'arrêter. Et à ce moment-là, elle sera complètement chargée. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Honnêtement, alors c'est vrai que comme on voit, il n'y a pas d'indication dessus, il n'y a pas de voltmètre et tout, mais d'un autre côté, comme je l'ai dit, je veux dire, elle coûte quand même beaucoup moins cher. Et je veux dire, est-ce que ça apporte vraiment grand-chose? Non. La seule chose qu'il faut quand même savoir, c'est que généralement, à cause justement du BMS, c'est que en fin d'utilisation, le courant se coupe très vite. Donc en fait, voilà, il faut regarder quand la tension commence à baisser relativement fortement, aux alentours de 12 volts ces eaux-là. Ça veut dire qu'elle va bientôt être déchargée, et à ce moment-là, il faut bien sûr la recharger. Alors ils disent dans la doc que, comme toutes les batteries, il y a une certaine autodécharge, mais voilà, ils disent que si on ne l'utilise pas, il faut quand même essayer de lui donner un petit coup de charge, on va dire tous les 6 mois à peu près, pour la maintenir. Parce que comme toute batterie, c'est pas bon de les laisser trop se décharger complètement. Mais enfin voilà, donc ici, grâce à cette batterie, encore une fois, je pense que mon épouse, là, pourrait être plus tranquille pour ses clôtures électriques. Bon, quand on bricole, il y a une chose qui est importante, c'est de bien y voir. Et pour bien voir, il faut souvent avoir un bon éclairage. Et donc, j'ai décidé de changer l'éclairage de mon tour, qui, pour l'instant, est quand même pas terrible. Et j'ai trouvé ici cette lampe, qui est a priori une lampe qui est plutôt prévue justement pour l'usinage. On peut voir ici qu'elle comporte 5 LED, et ce boîtier, ma foi, qui est assez, je veux dire, assez costaud, et le tout est monté sur ce système flexible là, et c'est ça que je trouve intéressant, qui permet de la positionner un petit peu comme on veut. Alors c'est directement livré avec une prise comme ça. Hein. Donc voilà, là j'ai branché, hein, donc il y a un interrupteur en dessous, et voilà, et ma foi, ça éclaire plutôt bien. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça rend tellement bien ici en vidéo, mais manifestement, quand même, l'éclairage est très fort, et ça devrait être vraiment bien pour mon tour. Donc, ma foi, je trouve que c'est plutôt une bonne pioche, sachant que donc on peut la fixer comme on veut grâce à ces 4 trous ici. C'est livré aussi avec ces petites platines et des vis qui permettent éventuellement de la fixer sur un bord ou un petit peu comme on veut, quoi. Alors, dans les outils que j'ai vu qui pouvaient aussi m'intéresser, j'ai trouvé ce truc-là. Donc là, l'idée, c'est que c'est un petit touret sur lequel on peut mettre facilement
on peut voir si on est obligé de les fixer avec une clé grâce à ce cône, différents types de roues, hein, en tissu ou en autre, pour polir les objets. Donc ça, j'ai trouvé que c'était sympa et c'était un bon complément aux autres que j'avais. Alors voyons un petit peu comment ça se présente. Donc là, on voit les fameux cônes que l'on peut fixer, on va voir ça. Là, le truc en question. Bon, voilà, a priori c'est un truc tout bête, hein. On peut voir que c'est un moteur universel à balai, on peut voir ici les balais, avec un variateur qui va permettre de régler ici la vitesse. Et on voit que c'est livré avec différents types de roues à polir en tissu dans lesquels on peut rajouter de la pâte pour polir. Alors je vais la monter puis on va regarder ça. Bon voilà, donc j'ai monté le biniou, c'est très facile. Dans ce petit sachet là, il y avait 4 vis sans tête M5. Et donc qui servent ici à fixer les deux cônes de chaque côté. Bon, et alors il m'est arrivé un problème comme d'hab. J'ai foutu 2 vis par terre, impossible de les retrouver. Donc j'ai utilisé la bonne vieille méthode du balai. En balayant, j'ai réussi à en retrouver une, mais pas l'autre. Bon, heureusement, j'avais du stock, j'ai pu en mettre une autre à la place. Bon. Ça fait partie de ce que j'appelle les trous noirs qu'il y a dans les ateliers, dans les labos. Il y a des trucs qui tombent par terre, on peut chercher pendant des heures, on les retrouvera jamais. On se demande où ils vont. C'est un phénomène, je pense que tout le monde connaît, qui est très bizarre. Alors pour info, dans ce qui est livré avec, on voit qu'il y a des charbons de rechange. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Hein. Il faut penser à changer quand il y aura de l'usure, hein, ça s'use forcément. Et il y a même la clé ici qui permet donc de visser ces vis M5. Et alors là, par contre, c'est un peu radin, c'est qu'il y a 4 trous de fixation, mais il donne que 2 vis. Mais bon, il est évident que ce truc-là, pour bien l'utiliser, il faut le fixer. Bon, là, je l'ai fixé temporairement avec ce serre-joint, mais il faut bien sûr le fixer. Donc là, ils disent que ça fonctionne de 800 à 10 000 tours minute. Alors là, on le met en route. Voilà. Voilà. En effet, on voit que ça tourne, ma foi, à fond. Alors, je ne sais pas qu'il y a vraiment 10 000 tours, mais ça tourne plutôt vite. Et donc là, pour faire un essai, tiens, on va pouvoir polir ce petit bout de cuivre. Là. On voit qu'ici, il est relativement terne. Donc voilà. Donc déjà, sur cette meule-là, on voit que ça fait de l'effet. Normalement, il faudrait mettre une pâte de polissage. Hein, j'en ai dans mon lab, mais j'en ai pas ici. Et on peut bien sûr quand même finir comme ça. Et ouais, on voit que ça le fait super bien, hein. Ça fait quelque chose de très très brillant. Non, vraiment, ce truc-là est plutôt bien. Il fait pas trop de bruit. Je trouve que c'est plutôt une bonne pioche. J'en ai profité, tant que j'y étais, pour acheter aussi des disques de rechange, éventuellement plus grands. Alors par contre, ceux-là ont un diamètre assez gros, on va voir s'ils vont dessus. On voit que ça se divise et ça se visse facilement. Non, alors ça par contre, c'est le problème. C'est que j'ai pas bien regardé le diamètre et que ces disques-là, ils vont être... J'en avais pris un comme ça aussi. Et pareil, là, le centre va être trop gros. Alors bon, c'est pas grave, hein, je vais réussir à les utiliser quand même, mais... Soit il va falloir que je fasse un adaptateur, soit que je trouve une solution. Mais je pense qu'en me faisant un petit adaptateur, je devrais réussir à faire quelque chose. Enfin bon. C'est encore une fois, ça c'est de ma faute. Des fois je commande un peu vite et j'ai pas bien vérifié le diamètre. Donc là il faut prendre des disques comme ça, qui ont des diamètres intérieurs beaucoup plus petits. Voilà. Mais on en trouve aussi, je suppose, assez facilement. Enfin donc voilà pour ce petit touret à polir qui, ma foi, je trouvais plutôt bien. Bon, un des problèmes du Mechalab, mais problèmes que je connaissais, que j'ai anticipé, c'était que dans la mesure où il est un petit peu comme ça sur des tôles, même si j'ai fait une isolation, il fait plutôt froid l'hiver et il fait très vite très chaud l'été. Pour info, hier c'était très chaud et la température était de 41 degrés dedans. Alors j'ai bien sûr prévu un système de ventilation et tout, mais bon, pour l'instant il n'est pas fait. Et c'est vrai que c'est des fois un petit peu difficile à supporter. En attendant, j'ai trouvé ce truc-là, qui m'a paru être une bonne idée, qui est un ventilateur de plafond, qui en même temps fait aussi éclairage, et que je vais vous présenter. Donc voilà, je ne l'ai pas encore déballé.
Donc, comme on peut le voir, c'est livré avec un certain nombre d'accessoires. Et l'engin en lui-même que je vous propose de regarder en détail. On voit que ce système là se compose donc d'un anneau comme ça, ce système de ventilateur qui peut tourner et qui est fait pour s'alimenter ici par le secteur, sachant que comme on peut le voir, il y a voilà, ce système là d'alimentation qui se met ici dans le cache avec aussi bien sûr une prise de terre, ce qui ma foi est tout à fait normal. Donc voilà un petit peu le système. Sachant qu'il y a un système aussi ici qui est ma foi assez malin. On voit ce petit crochet là. Ça sert à quoi? Ça sert que une fois qu'on a fixé en base au plafond, le temps de faire les connexions, on peut l'accrocher comme ça grâce à ce câble, ce qui permet de faire les connexions et après de le fixer grâce ici aux vis qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est ma foi plutôt bien fait. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Et là, on peut voir ici donc le contrôleur, sachant que ce système est commandé ici donc via une télécommande qui permet donc, on va voir, d'avoir différentes fonctions. Et sinon, c'est livré avec le tournevis qui va bien, différents types de vis et tout, donc ça c'est plutôt bien. Et il y a une notice qui justement indique comment on va pouvoir le fixer. Alors sachant que si on veut, on peut même le contrôler avec une app ou avec la télécommande. Bon, moi je vais sans doute pas prendre l'app, je vois pas ce qu'elle apporte tellement ici, et le faire ici avec la télécommande. Alors ce que je vous propose de faire, c'est que je vais faire un branchement temporaire, juste histoire de voir un peu ce qu'il donne. Donc voilà, j'ai branché temporairement le Biniou avec un Wago là. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de piles par défaut dans la télécommande, elles ne sont pas livrées avec. Hein. Bon, c'est des piles AAA qu'on met ici, c'est très simple. Et je préfère ça en fait à des piles plates parce que souvent ça veut dire qu'il y aura une meilleure autonomie. Donc voilà la télécommande, hein. C'est vraiment très simple et ma foi assez puissant. Donc on peut régler pas mal de trucs. Donc déjà l'éclairage, donc là qu'on commande ici avec lampe. Alors on peut voir qu'il y a différentes températures, couleurs, hein. Donc on peut avoir voilà, le blanc comme ça, le blanc plus froid, le blanc chaud, bon après voilà, c'est comme on veut. On peut régler l'intensité de l'éclairage. Voilà. Donc le minimum ça donne ça. Voilà. Il y a un mode nuit, voilà, qui est fait pour avoir un truc vraiment mini. Passer directement au mode nuit. Bon, ça c'est plutôt bien. Alors le ventilo, donc ici on le met en route. Voilà. Sachant qu'il y a 6 valeurs de vitesse. Voilà, là je suis à la 1. Alors voilà. On voit que ça souffle déjà pas mal avec la vitesse 1. Et ma foi, il est relativement silencieux. Alors on peut régler aussi le sens de rotation. Ça peut être intéressant, c'est est-ce qu'on veut que l'air descende ou soit aspiré vers le haut. Donc ça, bien sûr, on dépend de ce qu'on veut faire. Voilà, si on change le sens de rotation, voilà, on voit qu'il change de sens. Voilà. Non, ma foi, ça fonctionne vraiment très bien. Alors, ils disent qu'on peut être des fois amené à appairer la télécommande, mais par défaut, elle est appairée. Donc là, j'ai rien eu à faire. J'ai juste mis les piles et ça fonctionne. Voilà, vitesse 2. 3. 4. 5. 6. Voilà, c'est sûr que 6, c'est plus bruyant. Et d'un autre côté, ça souffle plutôt bien. Donc, je pense que ça va vraiment être sympa d'avoir ça ici. Même si, quelque part, le fait de souffler de l'air, ça ne le refroidit pas, ça fait que le brasser. Mais au moins, ça donne cette sensation de fraîcheur qui est de toute façon plutôt ici agréable. Donc, non, ma foi, je trouve que ce truc est vraiment très bien. La qualité me paraît vraiment excellente. Et comme on voit, c'est très facile à installer. J'aime bien. Alors pour commencer, je voudrais vous montrer quelques pinces que j'ai trouvées. Alors malheureusement, on ne les trouve pas sur Ali, ni Banggood, ni tout ça. Je les ai trouvées sur Amazon et elles sont des pinces qui sont, on va dire, très spécialisées et assez chères, mais qui sont des fois bien pratiques. Alors c'est de la marque Pierre J. Commis.
et qui fait, c'est une société italienne qui développe des tas de pinces spécialisées dans différents domaines et en particulier dans l'électronique. Premier exemple, par exemple, quand vous avez ce genre de pattes comme ça peut être intéressant des fois de vouloir les positionner sur le PCB de telle façon qu'elles soient un peu surélevées. On peut voir que cette pince ici, alors on peut même régler la hauteur là en tournant la vis. Voilà, si on vient se mettre comme ça, voilà, on voit que non seulement ça coupe la patte, mais en même temps ça fait ce petit décochement qui va permettre donc de les garder espacées. Voilà. Ouais, ça fait quelque chose de très propre, comme ça. Et derrière, bon, on va la mettre voilà, sur un PCB, par exemple, comme ça. Et comme on peut le voir, et ça gardera de façon naturelle l'espace entre les deux. Alors, dans le même genre, on a celle-ci, qui est pour les condensateurs, qui ont des fois des pas comme ça, qu'on veut écarter un petit peu. Et là, de la même façon, on va venir se mettre ainsi. Hop. Et ici, de la même façon, de l'autre côté. Hop. Et voilà. Et comme on peut voir, c'est que automatiquement, ça va plier les pattes et les mettre au bon écartement. Ça marche aussi pour les condensateurs électrochimiques et tout ça. Donc ça, c'est aussi assez pratique. Alors sinon, il y en a trouvé deux autres. Bon, j'ai longuement hésité avant de les prendre parce que elles font quelque chose que j'aime pas forcément, mais qui dans certains cas peuvent être pratiques. Alors c'est quoi? Deux autres pinces, c'est si on prend par exemple, là, comme on peut le voir, cette résistance là sur un PCB, il n'y a rien qui empêche qu'elle puisse se barrer comme ça. Donc la première pince ici va faire une chose, si on regarde bien, voilà, quand on va ici l'utiliser, voilà, non seulement elle va couper le fil, mais en même temps, comme on peut le voir, elle va faire une sorte de petit méplat sur la connexion, et ce méplat fait que maintenant, ça passe pas à travers le trou. Ce qui fait que le composant, il est quand même tenu comme ça. Et on a celle-là qui, elle, par contre, travaille un peu de façon différente dans la mesure où elle va plier la patte. Voilà. On peut le voir, je ne sais pas si on voit bien. Ça l'a non seulement coupé, mais en même temps, ça l'a plié. Bon, les deux, le principe, c'est qu'après, les composants ici, ils tiennent. Voilà, si on manipule la carte, alors ils ne sont pas soudés, mais éventuellement, ils tiennent. Alors ça, c'est plutôt, je veux dire, des fois, intéressant. L'inconvénient, après, de ce genre de choses, c'est que, bien sûr, si on veut dessouder le composant, c'est pas évident, parce que même dessoudé, il tient. Maintenant, comme on voit, ça laisse un petit peu de jeu. Je veux dire, une fois qu'il est soudé, rien n'empêche de recouper le méplat et la partie pliée. Et à ce moment-là, ça se dessoudra bien, mais le composant aura été tenu le temps qu'on soude. Et dans certains cas, ça peut être intéressant. Donc ces pinces-là, il y en a plein d'autres. Il y en a pour plier les transistors, les trucs comme ça. Alors, elles sont relativement chères. Bref, il faut essayer de trouver le meilleur prix. Moi, je les ai trouvées sur Amazon. Alors toujours dans les pinces un petit peu spéciales, là j'ai trouvé ce qu'on appelle des pinces à gruger. Alors il y en a de différentes sortes. Bon, il y a ça, mais alors ça c'est vraiment pour des matériaux peu épais. Et comme on peut voir, ça permet de faire des découpes. Voilà, sur un coin comme ça, on le met comme ça, toc. Et on voit que ça fait ici des découpes en biseau. Voilà, de différentes tailles selon sur le côté où on se met. Voilà. Donc ça peut être intéressant pour des caches, des trucs comme ça. Bon, maintenant, honnêtement, faut pas trop demander question épaisseur. Il y a la même ici qui fait des bords ronds de différents diamètres. Là, par exemple, on a 4. Là, on a 10. Et là, on a 7. Et voilà, on voit que ça fait quand même des trucs très propres. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt sur la tôle. Alors, j'ai trouvé ces pinces-là, qui font à peu près la même chose, mais de façon quand même plus costaud. Alors, il ne faut pas espérer de couper des millimètres, mais par exemple, sur de la tôle à blindage, comme ça, on voit que ça le fait. Donc, celle-ci, par exemple, va faire des rayons de 3. Voilà, donc on se met bien comme ça, ici. On appuie, et voilà. On voit que ça fait une découpe, ici, très propre, d'un rayon 3. Et il y a celle-là qui fait un rayon plus important, de 10. Voilà, par exemple, ce que ça donne. Et celle-ci qui fait des rayons de 5. Voilà, quelque chose de très propre. Alors celle-ci, elle a même une trouilleteuse, bon, je ne suis pas sûr que c'est ça vraiment, mais qui permet aussi de trouilleter proprement à 5 mm. Donc ça va me servir pour faire des blindages, des trucs comme ça, parce que c'est pareil, si éventuellement avec une fraiseuse, je fraise un boîtier, quelque chose avec une fraise ronde, pour justement encastrer le couvercle, ben là ça fera quelque chose de propre. Donc avec ça on peut couper de la tôle, on va dire jusqu'à 1/2 dixième, peut-être un peu plus si c'est de l'alu.
Mais voilà, c'est des pinces quand même assez sympas. Alors toujours dans les pinces, bah, j'avais celle-là là, qui me servait bien, et puis bon, c'est un peu de ma faute, j'ai un peu forcé dessus, donc j'en ai repris une. Vraiment très pratique, ça coûte rien en plus, mais ça coupe bien, voilà. C'est comme tous les outils, il ne faut pas les surcharger, mais celle-là a aussi un bout très pointu, voilà. Et toujours en pince, bah alors là en fait dans le dernier QDN, je vous avais montré celle-ci, de cette marque-là, qui comme on voit permet de couper de façon quasiment perpendiculaire. Et là j'ai vu sa petite sœur, là ici en pince coupante, qui m'a paru sympa, parce que j'en suis très content de cette pince. Et on peut voir que la petite sœur ici, pareil, ça coupe vraiment très bien. Donc je me suis pris celle-ci. Et finalement en outil, j'ai repris aussi un truc comme ça, là, pour utiliser autre part, mais je rappelle que c'est des petits faisceaux de fibres de verre qui permettent vraiment de façon très pratique de gratter tout ce qui va être contact, choses comme ça. Voilà. Et ça, je veux le garder en fait pour quand on a des piles ou des choses comme ça. Et c'est vraiment très très efficace. Après, il faut faire très attention, c'est des fibres de verre. Il faut, ça peut se mettre dans la peau et tout. Faut vraiment pas, en fait, faut pas sortir beaucoup, il n'y a pas besoin. Et voilà. Mais si vous avez des mauvais contacts, des trucs comme ça, gratter avec ça, c'est vraiment très efficace. Bien, alors un peu d'électronique maintenant. Alors déjà, une connerie que j'ai faite encore, c'est j'utilise ce genre de connecteur souvent. Et par exemple, c'est un connecteur comme ça que j'utilise pour connecter la porte du Mecalab, je veux dire, au système qui la commande. Or, je me suis aperçu que je n'avais plus du tout de ce genre de connecteur et bah, j'ai décidé de recommander. Et je me suis complètement gouré dans les mesures. C'est qu'en fait, ces connecteurs, on appelle connecteurs GX, ils existent en GX12, GX16, GX20, en différentes tailles, avec différents nombres de connecteurs. Et au moment de commander, j'ai mesuré, mais je pensais que la largeur, c'était la largeur de ça. Ce qui fait que j'ai commandé des GX12. Et qu'est-ce que j'ai reçu? Ben, j'ai reçu ça. Voilà. Et on voit que c'est pas du tout la même taille. Alors pourquoi? Bah, je me suis vite aperçu de mon erreur, c'est qu'en fait, le 12 ou le 16, c'est le diamètre ici du connecteur, du trou en fait que l'on fait pour mettre ce connecteur-là. Donc, bah, je me suis recommandé un lot, c'est pas très grave, mais voilà, je me suis aperçu de mon erreur, donc j'ai refait une double commande, ce qui fait que maintenant j'ai à nouveau des GX 16, parce que c'est ça qu'il faut prendre, des GX16 en 5 connecteurs, et là j'en ai pour un petit moment. En même temps, j'ai vu qu'il y avait des lots là, de différents modèles qui sont en gros un panachage du nombre de connecteurs. C'est-à-dire que voilà, il y en a qui ont beaucoup de connecteurs comme ça, et il y en a qui en ont beaucoup moins, 3. Enfin, ça va de, voilà, de 2 jusqu'à 8 ou 8, je crois. Donc ça, c'est pas mal. Et j'avais donc commandé aussi cela, surtout que on voit que ces connecteurs de panneaux, là, ils existent soit sous forme à visser, soit sous forme à monter, ce qu'ils appellent un flange, là, avec des vis, ce qui peut les rendre plus facile à monter. Et donc, bah, j'ai tout un lot ici de 5, 12, mais quelque part ça tombe bien, et je vais très bientôt vous montrer une utilisation de ces connecteurs. Sinon en électronique, alors j'ai tombé sur cette petite pompe à dessouder, là qui m'a fait de l'œil. Elle est toute en aluminium, et elle est livrée avec ce petit bout de en silicone, donc il y a déjà un petit bout ici, hein, donc l'idée c'est qu'on peut le changer. Et c'est vrai qu'apparemment, elle aspire plutôt bien. Elle a l'air plutôt sympa, elle est toute en alu. Et bon, il y a plein de façons de dessouder, mais des fois la bonne vieille pompe à dessouder, ça fait aussi des miracles. Donc vu son prix, je me suis dit tiens, je vais me faire plaisir, je vais prendre ça. Après j'ai trouvé des composants sympas. Ça. Alors je m'en étais fabriqué, mais là vu que ça coûte tout fait. Donc ça c'est quoi? Comme on peut voir, c'est des petits modules qui contiennent 8 LED et un point commun. Et qui sont montés comme ça avec des broches qu'on peut très facilement mettre sur une breadboard ou ce qu'on veut. On peut aussi les fixer sur un panneau, hein, dans la mesure où on voit qu'il y a des trous ici. Et alors ça existe en différentes couleurs, ça existe en anode commune ou en cathode commune, et ça s'alimente avec un range de tension qui est assez élevé en fait, hein, je crois à partir de 3 jusqu'à 5 volts, je crois. Là on peut déjà essayer 3 volts par exemple. Alors ça je crois que c'est des bleus. Donc moi j'ai pris des cathodes communes, c'est-à-dire le moins commun, mais on peut prendre anode, hein, tout dépend de ce qu'on veut faire. Et là, si on les mesure comme ça, voilà, on voit que
ça s'allume bien. Alors, 3 volts c'est pas violent, mais si on les met en 5 volts, c'est déjà beaucoup mieux. Après, même en 12 volts, a priori le courant n'est pas spécialement trop fort. Donc, on voit que voilà, il y a quand même de la dynamique, mais surtout pour mettre au point, c'est quand même suffisant. Donc j'ai pris ces modèles bleus et ici ces modèles rouges. On va voir si ça s'allume bien. Ouais, pareil. Voilà. On va voir que ça marche très très bien. Donc là on voit que c'est vendu comme ça, mais après il suffit de... c'est pré-rainuré, prêt pour être cassé. Donc là j'en ai pris 15 stocks. Mais c'est vrai que pour mettre au point des fois des programmes, des trucs, ça peut être assez intéressant. Bon après en vrac j'ai trouvé pas mal de composants. J'ai repris de la AN4148, de la BAT85. Enfin voilà. Bon je les ai testés, apparemment c'est des bons composants. Pareil, j'ai repris des transistors MOS, à force d'en utiliser, j'en ai plus trop. Donc ça, par contre, alors, voilà, c'est pas mis en sachet antistatique, c'est un peu limite pour du CMOS. Bon, enfin, normalement ça devrait le faire, je vais les tester, on va voir. Par contre, quand je vais les sortir, je me mettrai quand même un bracelet antistatique, ça sera mieux. Là, j'ai repris aussi ces petits convertisseurs, là, que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est des convertisseurs continu, isolés. Par exemple, ça c'est des 12 volts en entrée, du 5 volts en sortie, mais en isolation galvanique. Donc, je vous ai déjà montré ça dans pas mal de montages, c'est toujours assez pratique. Ça, c'est des fiches bananes haute tension. Et c'est un projet que je vous montrerai quand il sera fait. J'ai repris de la gaine thermo très fine, et ces gaines là qui sont en 0,5 mm. Des fois, quand je fais des câblages, ça permet donc d'isoler assez facilement des pattes de résistance, des trucs comme ça. J'ai trouvé un peu plus costaud que ceux que je vous avais montré à la EQDN, là, en 12 volts et en 6 volts des TVS. Donc ça, j'en mets toujours, hein, c'est aussi une bonne protection. Alors j'ai trouvé ça, alors ça c'est pareil, enfin je vous montrerai ça peut-être dans une autre vidéo de façon plus pratique, mais alors c'est quoi à la base? C'est un câble coax 50 ohms avec une prise BNC, et ici donc 2 connecteurs Dupont. On peut mettre sur une breadboard ou ce qu'on veut, mais ça va permettre aussi, je vais refaire en fait des petits adaptateurs 50 ohms de terminaison, et ça, ça va permettre, je vous avais déjà montré ça, mais ceux-là, ils vont être, à mon avis, peut-être plus pratiques, et ça permet quand on veut injecter un signal ou autre, de se prendre assez facilement. Donc là, ça existe en différentes longueurs. Les mots, ça c'était des BS 170, là c'est des BS 250, hein, des transistors canal P. Bon, ça c'est des TL 431, j'étais trompé. Et ici aussi j'ai trouvé ces petites boîtes là, pareil. Une petite idée de montage, ça ira très bien de les mettre dans ces boîtes là. Bon, et pour terminer ce QDN, alors j'ai trouvé toujours un peu de mécanique, là, des rondelles ondulées, un set de différents diamètres. Ça, c'est des canons isolants qui servent à monter par exemple les transistors ou les diodes, ce radiateur en préservant l'isolation. Donc là il y a un petit set assez sympa. Alors ça je ne l'ai pas testé. C'est un produit qui permet éventuellement de, je veux dire, refluidifier un petit peu la soudure en pâte. En effet, hein, je vous ai déjà montré ça, la soudure en pâte pour CMS, elle a tendance avec le temps à sécher un petit peu. Et il semblerait que ce produit-là permette, si elle est un peu sèche, de la réactiver. Bon, je teste. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un dress meule. Normalement, c'est du diamant ici, hein, un diamant industriel qui est mis. Et ça permet sur les meules, si à un moment donné, elles sont plus tellement droites qu'elles se sont un peu creusées, de les réuser de façon, je veux dire, parfaite, quoi, pour les remettre bien à plat. Et pour terminer, alors là, j'ai acheté plusieurs choses qui sont semblables, mais un peu différentes. Alors c'est quoi? C'est des billes pour polir. Alors je vous ai montré il y a très très longtemps dans les... Ah là 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 là, malheur de malheur. Qu'il fallait pas. Oh putain, le sac s'est ouvert. Bon, voilà, catastrophe en direct. Alors c'est pas grave, j'ai bon pour ramasser. Alors qu'est-ce qui s'est ouvert justement? C'est ce sac là qui, comme on voit, contient un certain nombre de billes et de choses de différentes formes en acier. Et l'idée, hein, comme je vous dis, je vous ai montré dans une vidéo il y a quelques temps, déjà assez longtemps, parce que j'avais un tonneau à polir. Et donc, quand on veut dérouiller ou polir des objets, on va mettre ces billes ici à l'intérieur.
éventuellement un peu d'eau, et les objets qu'on veut polir et le faire tourner pendant plus ou moins de temps. Et ça a des très très bons résultats. Alors bien sûr, selon la taille des billes qu'on met, on va avoir un polissage, je veux dire, plus ou moins important. Là, on voit que c'est déjà pour faire du gros dégrossi. Mais comme on peut voir, j'en ai acheté de différentes tailles. Voilà, comme on peut voir, ça existe en différents diamètres. Et qui permettent, après, voilà, de choisir le grain qui correspond le mieux à ses besoins. Et ça, ma foi, ça donne plutôt de bons résultats. On n'est pas obligé d'avoir aussi un tonneau à polir, hein, un truc que je fais des fois tout bête. Moi, je prends un bête pot de confiture, par exemple. Vous faites un trou dans le couvercle, vous mettez un écrou dedans, et puis vous mettez ça sur une perceuse sans fil, ou une perceuse même sur le secteur, puis qui tourne assez lentement. Vous mettez de l'eau, vous mettez les billes, vous mettez les pièces à l'intérieur, et c'est ma foi quand même relativement très très efficace. Bon, j'ai réussi à ramasser la grosse majorité de toutes les billes qui étaient tombées par terre. Alors juste pour info, je me suis dit, pour ramasser ça, une bonne idée, ça peut être d'utiliser un aimant. Mais je me suis aperçu que à peu près la moitié des billes et des objets qui composent ce lot ne sont pas attirés par l'aimant, ce qui prouve qu'à mon avis, ils sont probablement quelque chose comme... Je suppose que c'est de l'inox qui n'est pas magnétique. Je me suis débrouillé autrement. Mais ce qui est sûr, c'est que éviter de faire tomber ce genre de choses, c'est quand même galère à ramasser. Voilà pour ce QDN. Alors je vais être honnête, je ne vous ai pas exactement tout montré, mais je trouve que ce QDN est déjà bien long, donc on va en garder un petit peu pour plus tard. C'est pas très gênant. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo les liens de partout où j'ai trouvé ces objets que je vous ai présentés, sachant que, comme d'habitude, c'est ce que je dis toujours, j'ai pas la prétention de trouver les moins chers. L'idée, après, c'est bien sûr à vous de faire vos propres recherches, faire jouer la concurrence. Ce qui est intéressant, c'est que en ce moment, a priori, il y a quand même pas mal de promos, en particulier sur Ali. Ça peut valoir le coup d'en profiter. Sinon, rapidement, vous êtes nombreux à avoir répondu à mon petit test de micro, et bon, je vais être franc, c'est pas terrible ces micros. Sur les deux micros, vous êtes une majorité à avoir trouvé le 1 quelque part meilleur, mais vous êtes aussi nombreux à dire que quand je l'ai remis à la fin, il était encore meilleur. Or, je me suis aperçu que suite à une erreur de manip de ma part, ce que j'ai remis à la fin, en fait, c'était pas le micro, c'était le micro de ma webcam. Donc, en gros, ce que j'en déduis, c'est que le résultat n'était pas meilleur, voire moins bien que ma webcam. Par contre, c'est quand même intéressant parce que, voilà, suite à ça, quand même, il y a eu pas mal de commentaires et un internaute m'a donné une vidéo d'un YouTuber qui avait essayé une sorte de top 10 des micros pour YouTube et tout. Et il en ressort qu'un micro sort un petit peu du lot, elle a l'air vraiment très bien. Et d'ailleurs, j'ai vu d'autres vidéos qui le présentent en disant qu'il est vraiment top banane. C'est le Tonor TD520. Bon, alors c'est sûr que ça coûte un peu plus cher, mais bon. Je veux dire, je pense que ça peut valoir quand même le coup d'avoir un bon son. Donc, j'ai cassé ma tirelire et j'ai acheté le Bignoud. Et donc, on verra. Bon, c'est Amazon, ça va généralement assez vite. Donc, dès que je l'ai, je l'utiliserai. Vous me direz si c'est mieux. J'espère que, à force, je vais quand même avoir une bonne solution. Tiens, Caroline, ça va ma Caroline? Qu'est-ce que tu fais de beau? Tu as l'air préoccupée. Tu dis, oui, tu te concentres sur ton travail, tu es très ambitieuse, viser la lune te fait pas peur. Ouais, enfin, Rocco non plus, ça te fait pas peur. Écolez bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.